les rêves, tout est nous. Les rêves sont là pour nous aider, pour nous faire comprendre qui nous sommes, aussi bien dans nos zones de blocage que dans nos potentiels. Et donc quand je rêve, si je rêve de Nader, je rêve de moi. Si je rêve de Philippe, je rêve de moi. Si je rêve d'un ours, je rêve de moi. Mais si je rêve même d'une structure architecturale, je rêve de moi. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre sexualité le mardi sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nader Alami est avec nous. Bonjour Nader. Bonjour Philippe. Oh, c'est quoi cette voix? C'est une voix qui est... Bonjour Philippe. Tiens, non, rapprochez-vous de votre micro, tiens. Regardez. Bonjour Philippe. Non mais prenez votre micro, tirez-le vers vous, ça sera plus Bonjour simple. à tous. Voilà, ravi de vous retrouver, psychosexologue et coach en bien-être et fondateur de Célibérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Vous êtes venu avec un presque homonyme, Mickaël Lamy. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour Nader, je suis ravi d'être là avec vous. Très content. On verra si ça dure jusqu'à la fin de l'émission. Vous êtes thérapeute et énergéticien et spécialiste de l'interprétation des rêves. Vous êtes créateur d'un podcast qui s'appelle Le Palais des Fantaisies, où vous décryptez des séries, des rêves, des films, des mythes et des contes. Et vous publiez La langue des rêves chez Le Duc. Et c'est parce qu'un jour, vous êtes passé de l'autre côté du miroir que vous savez interpréter les rêves. Alors ça peut paraître surprenant, mais je m'étais pas particulièrement intéressé au monde des rêves. Et j'ai eu une expérience, ma vie m'a amené à une forme de burn-out, à une grosse remise en question. J'ai été entouré de chamans et à travers vous n'êtes pas retrouvé entouré de chamans comme ça du jour au lendemain quand même. Non, la vie m'a amené à ça. En fait, je me posais beaucoup de questions et il a fallu que j'aille voir de l'autre côté du miroir. J'ai décidé de franchir le Rubicon un jour. C'est un peu Alice au pays des merveilles, ça. C'est totalement Alice au pays des merveilles. Et du coup, avec une substance qui m'a aidé, j'ai découvert un autre monde. Une substance qu'on peut nommer, hein. L'ayahuasca. Voilà. Qui vous a mis dans un état de conscience très très modifié, on va dire. Extrêmement modifié, où j'ai perdu contact avec la réalité. Augmenté même. Alors on peut dire augmenté, je l'avais jamais vu comme ça. Mais effectivement, on peut dire augmenté, puisqu'en fait, on a accès à un monde invisible. À une dimension invisible. J'avais l'impression qu'entre ma main et moi, il y avait un univers entier, avec des visions les yeux fermés, les yeux ouverts. Et puis, il faut quand même dire que c'était très très dur. C'était une expérience extrêmement difficile. C'est une substance qui est vomitive. On passe par l'exploration essentiellement de son obscurité. C'est pas le chemin pour tout le monde, je préfère dire. Je recommande pas du tout. Là, faut expliquer. Voilà, exactement. C'est interdit, on est d'accord. Alors, c'est interdit en France et c'est un chemin, moi j'allais très très mal, c'est vraiment chacun son chemin. Moi, c'était le mien, je le recommande pas particulièrement, c'est une expérience qui est très douloureuse en plus. Non, mais c'est pour expliquer comment vous êtes amené aujourd'hui à nous parler de l'interprétation des rêves. Et puis, il y a une rencontre qui va changer votre vie. C'est une femme qui s'appelle Lisiane. Ouais, alors ça c'est juste après les cérémonies. Il faut savoir que pendant les cérémonies, j'ai commencé à ressentir les énergies de la pièce, les énergies qui nous entourent, le magnétisme et les chakras, les centres énergétiques. Et j'étais un peu perdu avec tout ça. Et j'ai commencé à interpréter les rêves, à comprendre le monde des rêves, les miens, puis ceux de mes amis. Et puis j'ai rencontré Lisiane, on m'a conseillé de la voir. C'était une vieille magnétiseuse qui est partie aujourd'hui. Et elle m'a dit, vas-y, il faut que tu te lances, ouvre ton cabinet. Et je lui ai dit, mais moi je sais pas comment faire, enfin je veux dire, comment je vais pouvoir aider quelqu'un. Et elle m'a dit, mais tu comprends pas, c'est la vie qui va t'envoyer les personnes que tu peux aider. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si la vie m'avait préparé avec des cas que je pouvais comprendre, et des personnes que je pouvais aider en sentant les énergies et en leur parlant. Mais bon, faut expliquer que c'est un parcours sur plusieurs années, que vous avez commencé par interpréter vos propres rêves, et puis après que vous avez interprété le rêve des autres. En fait, c'était des années de chute d'abord. C'est des chutes où une perte de sens dans ma vie complète. Ma vie n'avait aucun sens. J'étais complètement à côté de ma vie. Du coup, j'ai voulu essayer de comprendre s'il y avait autre chose. Ça m'a mené à cette prise d'ayahuasca. Et puis, il y a eu le début d'une renaissance, beaucoup de destruction, parce que j'ai quitté mon environnement de l'époque. Et puis, j'ai commencé à ouvrir mon cabinet et du coup, à interpréter les rêves, à utiliser le magnétisme et à aider les personnes qui venaient voir. C'était un parcours sur 10 ans. Alors, vous savez interpréter les rêves, écrivez-vous, et vous dites que c'est une science exacte. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser de quel type de science il s'agit? Est-ce que c'est une science mystique, ésotérique? Alors, on peut pas parler de science exacte. Mais c'est vous qui l'avez dit. Oui, tout à fait. Ouais, mais bon, c'est pour ça que je dis. Est-ce que vous pouvez préciser? Je vais dans le paradoxe. Je vais dans ce paradoxe. En termes de science, on ne pourra pas le prouver. Donc,
de manière expérimentale, on ne peut pas prouver que ce que je dis est vrai. Pourtant, quand je dis que c'est une science exacte, c'est parce que les rêves sont précis et adressés. Et c'est comme une langue. Adressé à qui ? Au rêveur. D'accord. Bon. Adressé au rêveur. Et d'après moi, il n'y a qu'une façon d'interpréter les rêves. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une langue. C'est que par exemple, je traduisais du chinois. Bien sûr, la personne qui interprète peut mettre ses propres nuances. Mais le message reste globalement le même. C'est une langue comme les autres. La différence avec une langue, c'est que les mots sont les symboles. Mais par contre, ça suit un récit classique. Vous expliquez que c'est une langue symbolique. Exactement. Et que contrairement à ce qu'on pense, les symboles sont universels. Alors, certains sont universels. Par exemple, l'ours, dont on va parler, je crois. L'ours est un symbole universel. Non, commencez pas à spoiler. Mais par contre, si je rêve de Nader, Nader n'est pas un symbole universel, parce qu'en fait, c'est ma relation à Nader qui va définir ce que Nader représente pour moi. Donc en fait, par exemple, si je rêve de Nader, je considère par exemple Nader, je décrirais comme étant quelqu'un de profond, et ben je rêve à travers Nader de ma propre profondeur que je vais voir évoluer. Donc c'est toujours par rapport à soi. Exactement, en fait, dans les rêves, tout est nous. Même si je rêve de Nader, je ne rêve pas réellement de Nader, je rêve de ce que Nader représente pour moi. Et dans ce cas-là, on n'est pas sur un symbole universel, mais on est vraiment sur précisément ce qui représente pour moi, donc par exemple ma profondeur. Ça, il faut comprendre, dans les rêves, tout est nous. Exactement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est dans les rêves, tout est nous. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent les rêves ? Moi, je vous donne, comme on n'est pas sur une science totalement exacte, je vous donne ma vision, ça peut être notre inconscient, ou peut-être une partie de nous qui demande à nous aider. Mais en tout cas, dans les rêves, d'après moi, j'aborde les rêves de manière introspective. Les rêves sont là pour nous aider, pour nous comprendre, pour nous faire comprendre qui nous sommes, aussi bien dans nos zones de blocage que dans nos potentiels. Et donc, quand je rêve, si je rêve de Nader, je rêve de moi. Si je rêve de Philippe, je rêve de moi. Si je rêve d'un ours, je rêve de moi. Mais si je rêve même d'une structure architecturale, d'une maison, ou je rêve de la Tour Eiffel, je rêve de moi. Tout est moi, même si on se souvient d'un petit bout de papier peint écorché. On rêve toujours de nous-mêmes. Et chaque souvenir du rêve est important et doit être interprété et vient renforcer la cohérence du message. Oui, enfin, vous dites, chaque souvenir doit être interprété. Encore faut-il s'en souvenir. Exactement. Et donc, vous donnez des exercices dans votre livre, hein, pour ceux qui nous écoutent, savoir comment on peut... parce qu'il y a des gens qui vous disent, mais de toute façon, moi, je me souviens jamais de mes rêves. Ouais, tout à fait. Alors, en fait, pourquoi on ne se souvient pas des rêves ? Si je vous parle et que vous ne m'écoutez pas, au bout d'un moment, j'arrête de vous parler. Si on n'écoute pas nos rêves, au moment, la source tarit. Alors, on continue à rêver, mais on ne s'en souvient plus. Moi, je ne parle pas des rêves dont on ne se souvient plus, je parle des rêves dont on se souvient, parce que je ne vais pas spéculer sur les autres. Mais les rêves dont on se souvient, ils ont un message précis, comme je le disais. Alors, pour ceux qui voudraient s'en souvenir et qui comprennent l'importance de décrypter les rêves, il y a une méthode très simple. La première, c'est d'accepter la possibilité que les rêves ont quelque chose à nous dire. En prendre conscience. Et ensuite, il suffit, attention, c'est toujours un peu entre guillemets, de s'endormir en faisant un peu le tri dans nos pensées, parce que souvent quand on s'endort, on pense à notre journée, on pense à ce qu'on doit faire demain, d'essayer de créer une sorte d'espace entre les mots pour laisser émerger une pensée unique qui est j'ai envie de me souvenir de mes rêves. Alors patatrac, généralement ça marche pas le premier jour, mais ça marche, il faut insister et persister, et au bout de 2, 3 jours, 4 jours, on se commence à se souvenir des débuts de rêves, quelques scènes. On se le dit avant de s'endormir, c'est ça ? Exactement, on maintient cette pensée, ouais. On essaie de maintenir cette pensée au moment de l'endormissement. Se rendre disponible. Se rendre disponible à ça, comme si un peu on se reprogrammait, on reprogrammait cette possibilité-là. Et le gros avantage, c'est qu'une fois qu'on a réouvert le canal, il reste ouvert toute notre vie. Mais ce qui est très étrange, c'est que toutes les civilisations ont toujours accordé une grande importance à cette langue-là, à ce moment-là, à ces messages-là. Ce n'est qu'il y a peu, finalement, qu'on a décidé sur la base de quoi, sur quel... vous parliez de science. Quelle est cette science qui a dit non, les rêves, c'est pas intéressant, c'est pas important ? Non, attendez, on parle pas de la même chose, Nader, parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de charlatans qui se sont... qui se sont déclarés interprétateurs de rêves. Donc, alors, effectivement, les gens ont dit, oulala, non. Alors, sans vouloir faire un débat, moi je pense qu'effectivement, depuis, c'est vrai que en termes de civilisation, la plupart des civilisations ont interprété les rêves. Mais là, on est dans un monde un peu matérialiste, entre guillemets, sans le critiquer, qui, en gros, comme on ne pourra jamais prouver scientifiquement la véracité de l'interprétation, on a tendance à remettre tout ça du côté du charlatanisme, effectivement. Moi, je pense que, j'aimerais bien être testé. J'aimerais bien être testé presque scientifiquement pour voir l'incidence que j'ai sur l'interprétation des rêves et voir le bien que ça peut faire. Alors, c'est difficile d'évaluer le bien qu'on peut faire à quelqu'un, mais en tout cas, dans la possibilité de permettre à la personne d'évoluer. Et moi, j'aimerais bien qu'on m'évalue par rapport à ça.
Mais en fait, qu'est-ce qui l'empêche ? il faudrait faire une étude et surtout, pour faire une étude, il faut poser des bases et. Cette étude n'existe pas aujourd'hui. D'après moi, non. D'après moi, elle n'existe pas. Moi, j'adorais. Non, mais on peut trouver des gens qui vont vous étudier. Mais la question, c'est comment on pourrait l'évaluer scientifiquement. C'est ça. Moi, je serais passionné. J'adorerais le faire. Un congrès scientifique de psychiatres, par exemple. Ouais. Ça, à mon avis, ça se fait. Eh ben, j'adorerais le faire. Ça se fait, non. Y participer. Oui. Mais c'est vrai que, alors, même si ça n'a pas pignon sur rue, la demande est incroyable. Parce que c'est comme quand vous avez un ostéopathe, si vous dites j'interprète les rêves, vous allez voir dans la soirée, tout le monde va arriver. Même les gens disent, de toute façon, mais j'y crois pas. Hein. Et puis après, ils vont arriver, et puis ils vont dire, bon, alors, j'ai rêve de ça, ça veut dire quoi voilà. Alors, je peux en témoigner, parce que c'est souvent le cas. Moi, je suis un peu timide et ma femme me dit, mais vas-y, dis ce que tu fais. Donc, élastiquement, là, j'ai les personnes qui sont très intéressées tout de suite, ou les sceptiques. Et ce qui est, moi, mon petit challenge, c'est les sceptiques qui me racontent un rêve, de voir sur leur visage, de sentir leur visage que je leur parle d'eux-mêmes, alors que je ne les connais pas et qu'ils sont scotchés parce que je leur dis, ils disent, mais attendez, mais comment vous pouvez savoir ça sur moi ? Mais en fait, c'est parce que le rêve le dit. En fait, le rêve le dit tout simplement. Alors certains m'ont dit, mais là, t'es mentaliste. Je suis pas mentaliste. Moi, des fois, j'ai des rêves écrits. Je connais pas la personne qui est en face, je les vois même pas. Mais en fait, l'interprétation fait que c'est une langue. Donc on me donne un texte écrit. Quand vous vous présentez justement dans une soirée et que les gens ne vous connaissent pas, vous vous présentez comment ? C'est pas facile. Qu'est-ce que vous dites pour justement décrire ce que vous faites ? Je trouve que déjà la question est particulière parce qu'en fait dans un monde matérialiste on existe par notre fonction et je trouve que c'est toujours très réducteur. Donc en fait c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question, donc je baragouine généralement, je dis j'interprète les rêves, je suis guérisseur. Et puis les gens, ils ont les yeux plus ou moins exorbités, donc généralement j'adapte mon vocabulaire à l'auditoire, mais c'est pas facile, je trouve que c'est une question difficile. Oui. Alors, vous dites que vous décryptez les règles, les rêves, ça veut dire quoi, décrypter ? Les interpréter en fait, c'est comme si vous décryptiez du chinois ou une langue ancienne. C'est qu'en fait on simplement un traducteur, tout simplement. Après il y a les rêves prémonitoires qui sont autre chose. Bien sûr. Alors c'est moins mon sujet. Alors là vous en parlez pas. Mais parce que pourquoi les rêves prémonitoires ne sont pas des sujets ? Enfin, ne sont pas des rêves ? Si, bien sûr, ce sont des rêves. J'ai dit que c'était moins mon sujet. Je pense que, je dis ça, ce chiffre au hasard, m'en voulez pas, je vais dire que 99% des rêves ne sont pas des rêves prémonitoires. D'accord. Mais pourquoi est-ce que ça peut être biaisé ? Parce que les gens qui font des rêves, les personnes qui font des rêves prémonitoires, eux, ils en font beaucoup. Donc ils ont l'impression que ce sont des rêves qui prennent toute la place. Mais si moi, dans mon expérience, je peux dire que les rêves prémonitoires sont c'est marginal. Il y a un autre sujet, c'est tout ce qui va être prise de conscience, rêve lucide. C'est pareil, j'en parle pas. C'est un sujet qu'on peut trouver beaucoup sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est pas le plus passionnant et puis surtout c'est marginal. Et d'après moi, les rêves les plus intéressants sont les rêves introspectifs. Qui parlent de nous. Exactement. C'est qui parlent de notre évolution, de grandir, d'aller mieux. Donc c'est ceux-là qui sont d'après moi les plus passionnants. Et donc justement, que disent nos rêves peut-être sur notre sexualité si on fait des rêves ? Alors ça, on va l'aborder tout à l'heure, Nader, parce que si on commence, on n'ira pas jusqu'au bout. Mais parce que vous parliez de programmation tout à l'heure, en tout cas de dire je vais me souvenir de mes rêves, oui. Mais est-ce qu'on peut se programmer à rêver d'eux ? Alors, je préfère pas, je sais pas, j'ai jamais essayé, j'ai pas d'expérience, je préfère dire que je sais pas. Il y a une autre possibilité qui peut être intéressante, c'est de s'endormir avec une question qui nous concerne toujours, hein. Et on a la réponse symbolique. Donc ça marche. Mais ça peut être une question très bête, hein, entre choix A et choix B. Donc on peut s'endormir avec une question et avoir une réponse. Et le soir même ou pas forcément le soir même ? Si, le soir même. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'endormir avec la question plutôt que, comme je disais tout à l'heure, pour s'en souvenir, il faut avoir l'intention de s'en souvenir. Là, il faut avoir l'intention d'avoir la réponse. Se programmer à rêver, pour être honnête, je préfère pas répondre, je ne sais pas. Enfin, à se programmer de rêver, à rêver de quelque chose en particulier. Je vais essayer ce soir, je ne sais pas. Faites le test et vous me le direz. Voilà, décrypter vos rêves. On en parle ce matin avec mes invités, Nader Alami qui est avec nous et puis Mickaël Lamy qui publie La langue des rêves, décrypter vos rêves grâce à une méthode inédite, c'est la vôtre, hein, c'est la méthode que vous avez inventée. Bon, je l'ai pas inventé, disons que c'est un langage symbolique et j'aide à interpréter les symboles et à comprendre le récit des rêves. Est-ce que les rêves disent la vérité ? Les rêves disent notre vérité dans le moment présent, qui peut se révéler fausse plus tard.
C'est-à-dire que c'est l'information dont j'ai besoin quand je fais le rêve. Alors, on parlait de la sexualité. Comment est-ce qu'on appelle un rêve qui parle de sexualité ? Un rêve sexuel. On parle de rêve érotique. Érotique, oui, il n'y a pas de terme particulier. Ouais. Mais alors, justement, cher Philippe, ces rêves sexuels, ces rêves érotiques, beaucoup de gens, quand ils les font, sont un peu, parfois même beaucoup, perturbés. Parce qu'ils se disent tout de suite, ça a un rapport clair avec qu'est-ce que ça dit de ma sexualité. Alors, c'est effectivement des rêves qui peuvent être choquants. Moi, j'ai des personnes qui m'ont raconté ces rêves-là et qui étaient effectivement très perturbées. On va en parler un peu plus tard, pourquoi. Mais je suis désolé, je vais tout de suite être très déceptif, puisqu'en réalité, les rêves sexuels parlent rarement de sexualité. En fait, les personnes dont tu me parles, pour le dire très simplement, les personnes les plus perturbées qui sont venues me voir par rapport à des rêves, mais en général tous les rêves, c'est les personnes qui ont fait des rêves où il y avait un rêve homosexuel, un rapport homosexuel. Et c'est vrai que là, les personnes tout de suite ont vu un rapport avec leur orientation sexuelle. Alors qu'en fait, simplement, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Là, c'est vrai que très souvent, il se pose la question, suis-je... alors, évidemment, si la personne est homosexuelle, c'est autre chose. Mais sinon, est-ce que c'est refoulé en moi ? Et d'après moi, pas du tout. Ça n'a pas de rapport. En fait, les rêves parlent, comme on l'a dit tout à l'heure, toujours de nous-mêmes. Donc en fait, quand on parle de rêves... Alors qu'est-ce que ça voudrait dire ? Oui, c'est ça, parce que ça parle de nous. Alors, je vais vous dire, ça parle de nous, mais pas forcément notre orientation sexuelle. En fait, quand je fais l'amour avec quelqu'un dans un rêve, ça parle de la capacité que j'ai de m'unir avec une partie de moi. Donc quand c'était avec une femme, on est composé de deux énergies, on a tous une sensibilité, on est un homme et donc on a une sensibilité féminine. On parle de notre capacité à nous unir avec ce que représente la personne pour nous. Donc ça dépend avec qui on a eu la relation sexuelle. Mais on parle toujours d'union avec une partie de nous. Et donc si on a une relation, nous en tant qu'homme, avec un autre homme, on parle de notre capacité à s'unir avec une partie de notre masculin. Par exemple, imaginons un peu en forçant le trait dans la caricature, je rêve que je fais... désolé de choquer, je fais l'amour avec Nader. Désolé de choquer, mais t'es devant mes yeux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il est pas mal, Nader. Il est très beau. C'est pas choquant. C'est pas bon. Et ne vois pas dans ce que je viens de te dire quoi que ce soit de particulier. Voilà, pas du tout, absolument pas. Et comme tout à l'heure j'ai dit, je t'ai caractérisé comme quelqu'un de profond à mes yeux. Et c'est un besoin que j'ai de m'unir avec ma propre profondeur pour évoluer. Donc toujours ce que l'autre représente. Exactement. Donc ça dépend de, si c'est un rêve homosexuel, de la personne. Exactement. Exactement. Et si c'était avec un inconnu, ça veut dire que j'ai besoin de m'unir avec une partie de moi que je n'ai pas encore connue, que je ne connais pas, que je vais devoir découvrir. Une partie qui est encore inconsciente. Voilà. J'espère n'avoir choqué personne avec les exemples que j'ai donnés. Surtout pas toi. Je sais que toi, il n'y a pas de problème. Non, puis de toute façon, on n'est pas là pour ni choquer, ni pas choquer. Non, mais c'est vrai que les gens, mais dès qu'on parle d'homosexualité, alors là, tout de suite, c'est la grande gênance. Alors là, excusez-moi. Bon. Alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. En fait, ce sont des rêves à interpréter comme les autres. Moi, je vois, les personnes ont du mal à me livrer leurs rêves sexuels. Alors qu'en fait, ce sont des rêves comme les autres qui ne parlent pas de sexualité la plupart du temps. Oui, mais c'est ce qu'il y a peut-être chez l'individu de plus profond. Alors, c'est effectivement quelque chose de très profond, mais je pense qu'on a surtout beaucoup de tabous dans notre société à parler de ça. Aussi, oui. Voilà, exactement. Aussi. C'est le tabou qui pose le problème. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont refoulées, notamment cette peur de l'homosexualité qui est refoulée, alors qu'en fait, la plupart des rêves ne parlent pas d'orientation sexuelle. Donc là, il s'agit en fait pas du tout de sexualité. Enfin, on va parler de différents exemples, mais la plupart du temps, ça ne parle pas de sexualité. Les rêves sexuels ne parlent pas de sexualité, mais de capacité à nous unir dans le cas d'une union sexuelle. Alors, c'est pas des rêves érotiques? Si, parce qu'il y a une scène sexuelle. Et paradoxalement, si, parce que la scène est sexuelle, effectivement, et pourtant, ça ne parle pas forcément de ça chez nous. Ah, faut comprendre, c'est un concept. En fait, il faut savoir que dans les rêves, tout est symbolique. Donc, ça nous renvoie au symbole de l'union. La sexualité, la sexualité, c'est l'union. La sexualité, c'est l'union. C'est à rapprocher du symbole du mariage dans les rêves. D'accord. Voilà. Sauf que c'est quelque chose de plus fusionnel, parce qu'il y a une forme de pénétration. La pénétration entraîne le fait qu'il y a une forme de fusion. Souvent nécessaire. Vous avez d'autres exemples, Nader? Parce que il y a toute une liste de questions. J'ai noté. Tiens, au hasard, le rêve de pratique SM, c'est un peu plus rare, ça. Alors,
C'est plus rare, et là, ça nous renvoie en fait au rapport à la vie. Parce qu'en fait, là, on est sur les couches assez profondes de notre être. Parfois, on a des frustrations en fait dans notre vie, un sentiment d'impuissance, pas forcément sexuel, le fait de pas avoir de pouvoir sur notre vie, et donc du coup, on peut avoir un système pulsionnel qui, plutôt que de nous unir avec nous-mêmes et nous unir avec la vie pour pouvoir retrouver du pouvoir, on a plutôt tendance à vouloir dominer les choses ou alors être dominé. Donc ça nous montre un rapport à la vie finalement qui est plus dominateur ou dominé, parce que finalement c'est la même chose, hein. Être dominateur ou dominé, c'est deux facettes de la même pièce. Et donc ça nous montre un rapport à la vie qui est pas dans l'union, mais dans un besoin de domination, de soumission. Mais encore une fois, on est dans un rapport à la vie plus qu'à notre sexualité. Mais ça peut après se matérialiser de manière sexuelle. Et la personne peut avoir des pulsions sadomasochistes. Mais d'après moi, c'est un rapport à la vie. Oui, mais de toute façon, tout est rapport à la vie. Bien sûr, exactement. Ah. Exactement. Alors, il y a d'autres types de rêves. Ah tiens, le rêve de la masturbation. Alors, la masturbation, c'est le besoin de chasser. Il y a un exemple dans votre livre. Je me souviens plus. C'est une femme qui a deux sexes. Ah oui, et du coup, et elle a un sexe féminin, un sexe masculin, et elle se masturbe avec le sexe masculin. Ouais. En fait, on a, en tant qu'être humain, on a un besoin parfois de chasser, c'est-à-dire la chasse j'entends séduction, le pouvoir qu'on peut avoir sur l'autre, de posséder l'autre, de pouvoir affirmer, d'aller à la conquête, exactement. Ouais. La conquête sexuelle ou amoureuse, le fait d'apparaître comme quelqu'un un peu de dominant en fait, quelqu'un qui a du pouvoir, pour un homme le mâle alpha, mais aussi pour une femme. Et donc les rêves de masturbation nous parlent de ça, de ce besoin de pouvoir, et même ce qui peut être troublant, c'est quand on est, par exemple, même quand on est en couple, ça vient dire qu'il y a quelque chose qui a été inassouvi. Il y a toujours une partie du célibataire qui est toujours là et qui a toujours envie de conquête. Mais alors, dans ce cas précis, quelle a été l'interprétation ? Il me semble que c'était ça. Hein. Ouais, c'était ça. Ouais, c'était ça. Ouais. Cette volonté de conquête. De conquête, ouais. D'accord. Mais finalement, j'ai posé une question bête. Hein. Pourquoi arriver de se masturber et pas le faire ? Alors, parce que là, en fait, ça n'a pas grand-chose à voir, parce qu'en fait, la masturbation, c'est un besoin physique, alors que là, ça vient révéler un besoin intérieur de conquête. Donc, en fait, on est plus sur une structure. C'est-à-dire que je suis structuré avec une forme de vide à combler. La masturbation aussi, c'est un peu ça. Mais c'est un besoin, c'est un plaisir immédiat. Alors que là, on est sur quelque chose de structurant, qui est un moteur plus ou moins inconscient de notre vie. Mais est-ce que ça vient pas, les rêves sexuels, les rêves érotiques, ne viennent-ils pas aussi dire justement un besoin inassouvi, un manque, bien sûr, une frustration. C'est une donc partie. Là, c'est vraiment sexuel. Le message est sexuel. Mais en fait, je pense que c'est tout à fait juste ce que tu dis. Alors, tous les rêves ne parlent pas de ça, mais il y a bien sûr des rêves qui parlent de ça, notamment celui-là. Et si tu veux, ça s'exprime de différentes manières. Ça peut être de manière générale, c'est-à-dire qu'en fait, on a un besoin, une frustration de plaisir sur le matériel, en fait. Une frustration matérielle et qui peut, du coup, entraîner le fait d'avoir des pulsions alimentaires, des pulsions sexuelles, bien sûr. En fait, ça se matérialise dans différents endroits de notre vie. Les fantasmes, par exemple. Alors, les fantasmes viennent de nos frustrations. Alors, les fantasmes viennent essentiellement... Tout ce qui va être pulsionnel, en fait, ça vient de nos frustrations. Bon. Mais est-ce qu'on considère que ce sont des rêves ? Alors, non, moi, je distingue. Nos fantasmes viennent de nos frustrations. C'est une expression de nos frustrations. Nos rêves parlent plus de la façon dont on est structuré. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est la question du libre arbitre. Parce qu'en fait, le libre arbitre, c'est ma capacité à faire des choix qui sont les meilleurs pour moi. Mais si, de manière inconsciente, j'ai un état de base qui est frustré, je vais peut-être pas faire les meilleurs rêves, les meilleurs choix pour moi. Mes choix sont peut-être influencés par des pulsions qui vont venir nuire à ce que je vais choisir dans la vie. Donc en fait, je parle plutôt de structure. La façon dont on est structuré de manière plus ou moins consciente. Et c'est ça que nos rêves viennent révéler. Sur les fantasmes, Nader ? Fantasme et rêve, le fantasme est, on est éveillé. Exactement. Ça peut être une forme de rêve éveillé. Ouais, voilà. Donc commence. La différence, c'est que le rêve, c'est pas moi qui l'écris, c'est pas moi dans ma conscience et ma boîte crânienne qui l'écrit.
Voilà. Alors que le fantasme, le fantasme, lui, par contre, j'ai un contrôle sur lui, j'ai un pouvoir sur lui. Je peux décider de vivre telle ou telle chose. La différence, c'est que sur le rêve, je n'ai pas de pouvoir. Il vient me frapper, il vient frapper ma conscience, et j'ai vécu des choses que j'avais pas forcément prévues. D'accord. Le rêve d'orgie. Alors le rêve d'orgie, on est en plein dans la pulsion. Ça veut dire qu'on a un état de base profond qui fait qu'on est de manière assez plus ou moins consciente dominé par nos pulsions. Donc on revient sur le sujet du libre arbitre. Ouais. Qui décide, qui fait les choix? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mes pulsions? Bon bah là, le rêve vient révéler que c'est peut-être des pulsions. Encore une fois, on peut faire un rêve d'orgie, mais ça peut être des pulsions alimentaires par exemple, ou tout type de pulsions. D'accord. Ça c'est un peu plus courant à mon avis. Le rêver de son ex-femme ou de son ex-mari alors qu'on est déjà en couple par ailleurs. Alors, rêver du... Alors là, il y a tout le monde qui s'est évanoui dans le studio. Je ne sais pas si ça parle à des gens, mais ça arrive. Oui, bien sûr, ça arrive. Bah, ça veut dire qu'on est rêver de son ex. Rêver de son ex, exactement. Et c'est parfois assez perturbant. Ouais, alors sexuellement ou pas d'ailleurs. Il faut savoir que le message est à peu près le même. Bah, ça veut dire qu'on est prisonnier de vieux schémas amoureux. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je force un peu le trait, je suis en couple de manière un peu plan-plan. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est plusieurs années que je suis avec ma femme, on vit notre vie de tous les jours. Et on avait un ex avec qui c'était totalement passionnant, très stimulant, mais aussi avec des hauts et des bas et chaotique. Ouais. Bon bah, on peut avoir le sentiment que cette relation, qui était pourtant sans doute destructrice et qui n'a pas abouti, on se sentait peut-être plus vivant à l'intérieur de cette relation. Ouais. Par rapport à notre couple qui, lui, s'est installé. Donc c'est un message qui est lancé au couple présent, il faudrait peut-être pas forcément. Ça veut dire qu'en fait, on est nostalgique de quelque chose dans lequel on se sentait vivant, mais qu'il faut bien comprendre que qui était souvent destructeur. C'est pas forcément... On peut être attiré toujours par un vieux schéma amoureux, alors qu'il n'était pas forcément bon pour nous. Et ça veut dire qu'en gros, c'est pas un signal de se remettre avec son ex. Non, c'est pas que c'est un signal de se remettre avec son ex. Non, mais c'est important non, mais c'est important. Et attention, parfois, la nostalgie est mauvaise conseillère. Exactement. Mais est-ce que le message ici n'est pas de dire au couple actuel, faudrait peut-être un petit peu qu'on discute. On a des choses à se dire. Alors dans ce cas, je vais forcer le trait encore. Ouais. Imaginez que votre ex vous battait. C'était un mari qui vous battait. Et on peut rêver de l'ex. Ouais. Mais donc en fait, c'est pas forcément, ça vient pas dire qu'aujourd'hui ça va mal. Ça vient dire qu'il y a quelque chose qui nous retient dans l'ancien schéma. Donc après, je pense que c'est deux réflexions qui sont séparées. Me séparer de l'ancien schéma et puis voir comment je peux améliorer ma vie. Mais je pense qu'on peut ça peut être interdépendant. Voilà, décryptez vos rêves et on parle des rêves sexuels ce matin avec mes invités. Mickaël Lamy est avec nous, il nous a rejoint Nader Alami, régional de l'Étape. Je rappelle que vous publiez La langue des rêves chez Le Duc et puis que votre prochain livre paraît très prochainement. Ça s'appelle Le mini-guide ultime des rêves. Montrez-le à la caméra. Voilà, puisque l'émission est filmée. Vous pouvez montrer même celui-là. Bien. On est en train de voir un petit peu comment décoder et décrypter certains rêves sexuels qui pouvaient être faits, Nader. Absolument. Alors, il y en a un aussi qui pose question, qu'on a assez souvent, c'est je rêve que ma compagne me trompe ou que mon mari m'a trompé. Alors, bon, c'est pareil, il faut pas, c'est pas forcément prémonitoire. D'ailleurs, d'après moi, ça ne l'est jamais. Et ça vient plutôt refléter un manque de confiance en soi. En fait, la difficulté de se sentir aimable, pas dans le sens amabilité, mais on peut m'aimer. Donc en fait, c'est un manque de confiance en soi qui fait qu'on a le sentiment qu'on ne va pas pouvoir retenir notre partenaire. Donc là, c'est pareil, c'est pas la peine d'incriminer sa partenaire, à mon avis, ça ne parle pas de ça. C'est pas la peine d'aller tout de suite fouiller sur son téléphone. Non, c'est pas la peine. Non, c'est déjà fait. c'est déjà fait avant la nuit. C'est toujours fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des rêves de nature sexuelle qui finalement parlent de notre sexualité ou pas du tout, ou jamais? C'est relativement rare. On a parlé de l'orgie tout à l'heure, ça vient de parler de pulsions par exemple. Donc les pulsions, effectivement, c'est un sujet important, mais qui parle plutôt de notre libre arbitre, en fait, notre capacité à faire des choix, à prendre des décisions. En fait, la plupart des rêves, comme on l'a vu, les rêves sexuels, viennent de parler de la façon dont on les structurait. Le dernier rêve dont on a parlé, c'est un manque de confiance en soi. Donc le manque de confiance en soi, ça aura des implications au niveau de notre couple, mais dans tous les domaines de notre vie, au final.
Donc, la plupart des rêves parlent de nos blocages, de notre structure, la façon dont on est structuré. Structuré, pour moi, je veux quand même le définir, c'est la valeur et les croyances autour desquelles on s'est construit. Et les rêves parlent quasiment tous de ça. Ils parlent aussi de nos potentiels à révéler. Mais c'est rarement évoqué dans les rêves sexuels. J'ai jamais croisé un rêve sexuel qui parle de nos potentiels. Qu'est-ce que vous croisez le plus souvent, d'ailleurs, comme rêve à connotation sexuelle ? Ah, les rêves à connotation sexuelle, c'est très essentiellement je trompe ma femme ou ma femme me trompe. Ou dans l'autre sens. Hein. Alors là, on l'a pas dit, hein, je trompe ma femme. Je trompe ma femme, oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Je trompe ma femme, c'est à rapprocher de la masturbation, dont on parlait tout à l'heure. Hein. En fait, j'ai le besoin de chasser. Le besoin de chasser, il y a quelque chose, je suis en couple, on s'est juré fidélité, mais j'ai pas vécu toutes les expériences. Donc du coup, c'est sexuel, là. J'ai besoin d'aller séduire, et notamment sexuel. Notamment sexuellement. Mais j'ai besoin d'aller séduire, en gros, j'ai pas accepté que j'étais plus célibataire. Donc j'ai toujours quelque chose à prouver. Et si c'est une femme qui rêve pareillement ? Même chose, c'est pareil. C'est pareil. Un mari, mais ça peut être exactement l'inverse. Donc là, il y a quand même des messages à interpréter. Il y a toujours un message à interpréter, mais c'est le besoin de séduire. C'est pas forcément des gens qui iront jusqu'à l'acte sexuel. Mais effectivement, il y a c'est des personnes qui ont quelque chose à prouver. D'accord. Le rêve de sodomie ? Alors, la sodomie, ça renvoie. Alors, tout à l'heure, on parlait de sexualité, on parlait du coup d'union. En fait, les rêves sexuels, ça parle d'union avec nous-mêmes. La sodomie, c'est plutôt une union avec une partie de nous-mêmes qui est plutôt karmique. C'est-à-dire qu'en fait, ça parle plutôt de nos problèmes qui nous pénètrent. C'est-à-dire par exemple, ça peut être nos frustrations, ça peut être des parties de nous-mêmes qui sont résiduelles et qui persistent en nous, par exemple. C'est plutôt ça vient plutôt parler. Mais donne un de exemple, parce que là, ça me parle pas. Par exemple, imaginons que j'ai des problèmes financiers. Je rêve de quelqu'un qui a des problèmes financiers et qui me pénètre par la sodomie. Ça veut dire que j'arrive pas à me dépatouiller de ça. J'arrive pas à m'en sortir de ces problèmes financiers, de mes problèmes financiers, de mes problèmes financiers. Ouais. Et j'arrive pas à me dépatouiller et du coup c'est très compliqué pour moi d'en sortir et c'est quelque chose qui est malgré moi. Et on n'est pas sur une union, saine. On est sur une union qui est plutôt un cercle vicieux. Donc c'est très néfaste alors. C'est plutôt néfaste. C'est un rêve qui est plutôt néfaste. Plutôt néfaste. Et si c'est accompagné d'une jouissance, ça veut dire que finalement de manière inconsciente, je prends plaisir à essayer de résoudre ça. À essayer de le résoudre. Je m'enferme dedans. Si par exemple je rêve d'une grande tristesse, ça veut dire que je me complais un peu dans ma tristesse. Si je rêve de quelqu'un qui me pénètre en sodomie et qui c'est quelqu'un que j'estime triste dans la vie, ça veut dire que je me complais un peu là-dedans. D'accord. Ça devient cultive cette tristesse. Exactement, ça devient existentiel. Quelque part. Ça devient il y a un bénéfice secondaire. Exactement, ouais. Ok. Alors, est-ce que les personnes, par exemple, qui ont des rêves, on va dire un peu hors, un peu hors catégorie, viennent vous voir et vous en parler. Par exemple, une femme qui rêverait d'avoir des rapports incestueux, par exemple, de faire soit l'amour avec son père, soit l'amour avec son frère. Alors, les gens il y a quand même une forme de... Parce qu'il y a une retenue. Il y a une forme de timidité. Ouais. Alors, il y a des personnes qui me... Quand elles me connaissent, elles me livrent ce genre de rêve. Mais ça arrive, rassurez-moi. Ça arrive. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de rêves qui sont moins ou mieux que d'autres. Par exemple, il faut savoir que, je parle d'un autre sujet, désolé, mais le symbole de l'urine ou le fait de déféquer, c'est des symboles qui sont importants dans les rêves. Et là, vous en parlez dans votre livre, pour le coup. Voilà, parce que ce sont des symboles très importants, en fait. Il faut en parler simplement. Et donc, même le rapport sexuel dans les rêves, il faut en parler très simplement. Là, on va parler du complexe d'Oedipe. Une femme qui couche avec son papa, elle n'en est pas sortie de la structure de son père. Donc il y a quelque chose où elle doit s'émanciper de ça. Elle n'est pas sortie de ce rapport. Donc c'est ça que ça vient lui dire. C'est le message qui lui est lancé. Et son frère ? Faut connaître le rapport au frère. C'est vraiment très personnel. Oui, parce que évidemment, après c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Qui est la personne, comment elle s'est structurée, comme tu disais. Pour le père, on peut quand même tirer les grandes lignes. Ouais. On peut tirer les grandes lignes. Souvent, c'est le rapport tous les au père. rêves dont nous parlons tout à l'heure. Oui. Bien sûr, c'est toujours au cas par cas, même s'il y a les symboles universels. Le symbole du père est plus ou moins un symbole universel normatif. Le père, c'est le symbole normatif. Et alors que la mère, c'est le symbole plutôt protecteur. Mais après, il y a toujours le vrai rapport au père et le vrai rapport à la mère. Et là, pour le rapport au frère, il faut savoir, est-ce qu'il y a une projection il peut y avoir une projection du père sur le frère. Par exemple, si c'est un grand frère, le complexe d'Oedipe peut se matérialiser par le grand frère plutôt que le père. D'accord. Mais là, je suppose. Ça dépend, c'est vraiment au cas par cas, comme tu dis. Que deviennent les rêves qu'on décrypte pas ? Pas grand-chose, hélas. Pas grand-chose. Ça sert à rien ? En tout cas, c'est de la matière perdue ? Alors, il y a deux choses. Il y a les rêves dont on ne se souvient pas.
là, c'est pas mon sujet, je vais pas spéculer. Je vais laisser à la science le fait de résoudre. Mais les rêves dont on se souvient pas, encore une fois, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on s'en souvient pas qu'on n'a pas rêvé. Exactement, bien sûr. On rêve toutes les nuits. Tout le monde rêve toutes les nuits. Scientifiquement, il me semble que c'est prouvé. C'est prouvé. Comment on peut prouver ça? Parce que moi j'ai quelqu'un par exemple qui me dit je ne rêve jamais ou je ne me souviens pas de mes rêves. Bon, vous vous souvenez pas. C'est pas la même chose. Ce qui est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais je ne me souviens jamais de mes rêves. Comment tu sais que tu as rêvé si tu t'en souviens? Alors attention, c'est pas mon sujet. C'est pas mon sujet, mais en gros, la science dit que on a des cycles d'1h30 à peu près chaque nuit. C'est variable en fonction des personnes, et qu'à la fin de ce cycle, on fait toujours des rêves. Moi, j'ai pu remarquer que c'était vrai parce que souvent, moi, je me réveille à la fin de ce cycle et j'ai quelques images qui me reviennent. Et là, pour moi, c'est l'insomnie parce que j'essaie de l'interpréter. Et comme mes rêves, j'ai toujours beaucoup plus de mal. Des fois, je repars pas tout de suite dans le nouveau cycle. Mais en gros, on rêve toutes les heures et demie et scientifiquement, c'est prouvé. Et est-ce que tout le monde fait des rêves érotiques? Alors, je peux pas le certifier. J'ai tendance intuitivement à dire oui, mais je peux pas l'affirmer. D'accord. Non, mais dans ceux que vous venez voir, enfin, par rapport au panel de gens qui vous consultent, de toute façon, ça vous donne une idée. Vous les interrogez pas là-dessus? Non, parce qu'en fait, la difficulté, c'est qu'il y a toujours une intimité. C'est-à-dire que moi, je veux pas savoir les rêves dont ils ont pas envie de me parler. Donc, d'accord. Voilà, donc je peux pas, et c'est pas mon rôle, je peux pas investiguer. C'est toujours très intime. Je permets pas. Voilà. Mais donc, les rêves non décryptés, hop, c'est perdu. Ouais. C'est perdu. Et c'est dommage. Mais si je vous écoute, finalement, on a tendance à se souvenir que des rêves de fin de cycle. De toute façon, les rêves sont les fins de cycle. Ouais. Les rêves sont les fins de cycle au niveau du sommeil, et c'est de cela dont on se souvient, et généralement du dernier cycle. Celui qui va être où il y aura le réveil. Ouais, d'accord. Ouais. C'est souvent celui-là. Moi, comme je pratique beaucoup, il peut m'arriver que ce soit au milieu de la nuit, ça peut arriver aussi chez les personnes qui rêvent beaucoup, mais c'est toujours en fin de cycle du sommeil. D'accord. Alors, beaucoup de personnes qui s'expriment sur les rêves disent oui, si vous voulez vous souvenir de vos rêves, il faut apprendre à les noter le matin au réveil. Oui, c'est une méthode. Je vous ai pas entendu là-dessus. C'est une méthode. C'est pas votre méthode. Non, je pense que c'est pas mal parce qu'en fait, moi c'est différent parce qu'en fait, les gens qui ont l'habitude de travailler avec les rêves comme moi, moi je les interprète tout de suite ou ça me fait réfléchir, donc je vais les garder en mémoire. Mais après, c'est vrai que le matin, la vie, on est pris par la vie, on doit s'occuper des enfants quand on en a, et donc c'est pas mal de les noter. Moi, généralement, je les garde en tête un peu toute la journée. Et puis on s'en souvient pas parfois tout de suite au réveil, on s'en souvient au milieu de la journée. Exactement, et puis il y a quelque chose qui, moi ça m'arrive notamment, il y a quelque chose, un truc qui fait tiens, j'ai rêvé de ça. Voilà. Une conversation par exemple, qui me rappelle, je me dis tiens, c'est intéressant, ça me fait penser à mon rêve de cette nuit. Il faut dire que moi j'ai du mal à interpréter mes propres rêves, sur les rêves des autres personnes, j'ai assez fluide. Oui. Mais pourtant on commence par interpréter ses propres rêves. Oui. Alors, comment expliquez-nous Parce que j'ai peur. Parce qu'en fait j'ai peur. Oui, vous avez du mal parce que vous avez peur. Bien sûr, ça parle de moi. Pas parce que vous savez pas le faire. Parce que ça parle de moi. Vous voulez qu'on en parle? C'est sûr. Là, ça devient intéressant. Si vous pouvez m'aider, bien sûr. Mais moi, je suis pas sûr de pouvoir vous aider. Mais par contre, en parler avec vous, je peux. En fait, il faut savoir que derrière nos rêves, il y a des révélations sur nous, des révélations de nos blocages et nos angoisses. Donc, quand j'interprète mes propres rêves, je suis face à ma propre adversité, la propre peur de moi-même, de ce qu'ils vont révéler. Alors que pour quelqu'un qui est extérieur à moi, je suis plus détaché. C'est normal. Mais alors, à quoi ça sert de savoir? C'est ça. Moi, d'après moi, c'est le chemin royal pour évoluer, pour grandir. Parce qu'en fait, si je vais voir même un très bon thérapeute ou je vais voir un psychanalyste, je vais lui exposer qui je suis avec mes propres résistances, mes propres schémas inconscients qui viennent me protéger. Le rêve, c'est un canal pur dans lequel mon mental ne peut pas exposer les résistances. Donc, c'est un message cru qui peut faire peur. Dans ce cas-là, on va appeler ça cauchemar. Mais c'est un message cru qui vient nous permettre d'évoluer. Au-delà, quand je dis cru, je veux dire au-delà de nos propres résistances. Et ceux alors qui ont tendance à faire plus de cauchemars que de rêves sympas, alors en fait, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Aucune d'après moi, parce qu'en fait ça donne comme information sur la personne. Alors aucune d'après moi, parce qu'en fait il faut d'après moi séparer l'émotion qu'on vit dans le rêve du message. Je vous donne 2 exemples. Un rêve que moi j'ai fait très longtemps et que beaucoup de gens font, c'est je cours, je suis poursuivi par un énorme monstre. Je vois que les personnes ont fait ce rêve. On en revient à l'ours. Ça peut être un ours, mais donc je suis poursuivi par un monstre et du coup je cours, je n'arrive pas à m'échapper. Ça c'est un rêve. Souvent on est terrifié dans ce rêve-là. Est-ce que c'est un mauvais rêve? On va l'appeler cauchemar. Mais cette personne qui nous poursuit, ce monstre, c'est peut-être un potentiel. Et dans ce cas-là, c'est un bon rêve. C'est-à-dire que si je suis poursuivi par un potentiel, finalement j'ai peur, mais j'ai peur que de moi-même, que quelque chose se révèle et que ça vienne trop perturber ma vie.
je donne juste un autre exemple. Un rêve qui pourrait sembler très positif. Par exemple, je prends beaucoup de plaisir à manger des pains au chocolat. Mais en fait, est-ce que c'est un bon rêve ? D'après moi, non. Parce que les pains au chocolat, par exemple, pour moi, ça serait ma Madeleine de Proust. C'est ce que me donnait ma maman aux 4 heures. Et on vient symboliser le fait que j'ai besoin d'être rassuré. Mais Donc, est-ce que dans votre rêve, vous y prenez du plaisir ? oui, j'y prends du plaisir. Bon, bah alors. Oui, mais pour autant, le symbole n'est pas Le bon. message. C'est mon besoin d'être rassuré. Donc ça vient montrer mon insécurité. Mais est-ce que le cerveau fait la différence ? Le cerveau ne fait pas, au moment du rêve, ne fait pas la différence. Il fait pas la différence. Non. C'est-à-dire que le plaisir que le cerveau prend à ce moment-là, Oui, est réel. c'est réel. C'est réel. Pour autant, Ouais. le message n'est pas positif. Et il y a un rêve qui est assez régulier aussi, c'est vous avez quelqu'un qui s'est largement accompli dans sa vie, dans sa carrière, dans sa vie professionnelle, etc., etc. Et il rêve souvent, pendant un temps plus ou moins long, qu'il doit repasser Les examens. son bac, ou qu'il doit Alors, repasser quelque chose qu'il a eu depuis... C'est le deuxième rêve le plus courant. C'est-à-dire qu'en fait, le premier rêve le plus courant, c'est vraiment je cours, je suis poursuivi. Et là, en fait, le rêve, il faut savoir que c'est un rêve que j'ai fait aussi très longtemps. C'est pas un bon rêve. Ça vient nous dire qu'en fait, on est structuré, pas pour être heureux, mais pour passer des examens de manière normative. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la peur de la sanction qui motive ma vie. La peur d'être en retard, la peur de ne pas avoir appris. Et donc, du coup, notre moteur dans la vie, c'est pas un moteur très positif. C'est pas ma capacité à vivre des expériences qui me ressemblent, qui sont le fruit de moi-même et qui m'apportent du plaisir et de partager ce que je suis pour l'offrir aux autres. C'est ma peur de la sanction. Et donc là, le message, c'est lâche prise. Le message, c'est t'es pas structuré. Tu pourrais trouver un autre moteur dans ta vie qui est plus dans le partage de ce que tu es vraiment. Alors, votre livre s'appelle La langue des rêves. Voilà, c'est celui qui est en... Montrez-le, profitez-en. Voilà. Alors, la langue des rêves, Voilà, du coup, celui-là, chez le Duc. Et puis, le mini-guide ultime des rêves. Je ne l'ai pas encore lu. Hein. alors, il sort le 25 juin. C'est un condensé du grand. D'accord. C'est un condensé du grand. Donc, Bien. Donc, à mettre dans la poche de votre arrière de Exactement. votre pantalon. Il y a toutes les bases pour apprendre à interpréter les rêves de manière autonome. Il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de... Moi, j'ai pas de talent particulier. Tout le monde peut interpréter les rêves. Hein. Et c'est, d'après moi, le meilleur outil d'introspection qui soit. Nader, Oui. rapide. Très rapide. Quand on parle d'ours Oui. dans On ses y vient. rêves, je vous laisse finir. Non. Parce Parce que je voudrais pas citer notre ami Faudil qui réalise l'émission, mais vous dites que l'ours, ça a une symbolique. Ouais. Qu'est-ce qui symbolise c'est une l'ours ? image très forte, très Est-ce puissante. que vous voulez que très dangereuse. je vous libère et que je raconte le rêve ? Non, parce que je sens que vous avez on est là à cran là. Ouais, Donc en fait, la petite histoire en off avant d'enregistrer, vous m'avez proposé un rêve, mais qu'est-ce qui se passe ? Il fait l'amour avec un ours. En gros, c'est ça. Donc l'ours, c'est un symbole de puissance naturelle inconscient. C'est-à-dire qu'il y a une puissance naturelle qui est reniée, on est sous une forme de contrôle, on ne veut pas la laisser émerger. Et donc faire l'amour avec un ours, c'est le besoin qu'on a de s'unir avec notre force naturelle, notre puissance naturelle. Et voilà. C'est un bon rêve, c'est un bon rêve. Donc un rêve très positif. Faudil, maintenant tu as la signification de ton rêve. Bien, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci et passez beaucoup. une très belle journée éveillée sur Beurre FM.